Avec nous, Sa Majesté Mvondo Bruno, il est chef traditionnel Ndong et plus précisément de Minkok Bitili, c'est à Ebolva dans la région du Sud Cameroun. Sa Majesté Mvondo, merci d'apporter votre contribution pour une meilleure compréhension des problèmes du foncier au Cameroun. Je rappelle que vous êtes par ailleurs le président du réseau des chefs traditionnels d'Afrique pour la gestion durable de la biodiversité et des écosystèmes des forêts. Merci beaucoup de nous permettre de dire un mot pour ce qui est de cette ressource ou alors des ressources naturelles qui nous sont chères en tant que chefs traditionnels. Et nous disons merci de l'occasion pour nous donner de pouvoir en quelques mots détailler la pensée de l'autorité traditionnelle. Nous sommes sur des questions récurrentes. Alors, vous êtes un observateur privilégié du foncier, vous êtes garant des traditions, des terres, des coutumes qui parfois sont ancrées dans cette terre-là. Majesté, dites-nous, quel est le réel pouvoir d'un chef traditionnel sur la terre? Vous savez que la terre appartient à ceux qui étaient là hier, à ceux qui sont là aujourd'hui et à ceux qui seront là demain. C'est-à-dire la terre appartient à ceux qui sont morts, qui sont de l'autre côté, qu'on appelle en langage des peuples de la forêt, Bokun, ceux qui sont là actuellement, ceux qui sont dans Aimant, et ceux qui naîtront dans les jours à venir, c'est-à-dire les générations qui arrivent. À ce titre, la terre est au centre de toutes les préoccupations. C'est la terre qui nous reçoit lorsque nous venons dans cette vie, c'est la terre qui nous accueille lorsque nous partons, c'est la terre qui nous offre tout ce qu'on a dans le quotidien, dans le vécu. En termes d'alimentation, en termes d'habitat, la terre est au centre des préoccupations de toute autorité traditionnelle. Cette terre dite rurale, lorsqu'il faut les mettre à la disposition des multinationales, des grands investisseurs, le chef traditionnel et sa communauté ici se retrouvent réduits à leur simple expression et n'ont pratiquement aucun pouvoir de réaction. Réduits à leur simple expression, bon, peut-être le mot serait fort, mais il faut dire ici que lorsqu'on voit la législation camerounaise et ce que nous appliquons dans nos communautés, on a l'impression que ce que dit la loi est un peu à côté de ce que des expériences réelles. Aucune loi ne parle des terres urbaines et des terres rurales. Nous le vivons. Et lorsque la loi dit que la terre appartient à l'État, mais vous allez vous rendre compte que chaque fois qu'il y aura une concession forestière, chaque fois qu'il y aura un investissement quelque part, on viendrait interroger les communautés pour leur dire qui était ici, à qui appartient cette portion du territoire, qui doit avoir. Ça veut dire que dans le droit, la terre appartient à l'État, mais dans les faits et le quotidien, on reconnaît très bien que la communauté a une place dans la gestion de la terre et que la terre appartient bel et bien aux communautés. Ceci permet non seulement de garder la paix, mais aussi d'assurer même la pérennité et la sécurité de ces investissements. À Minkok Bitili particulièrement, quels sont les types de conflits auxquels vous faites face au quotidien en ce qui concerne vos terres? Vous savez, je vous ai dit que la terre est au centre de la vie. Le chef traditionnel que je suis a honnêtement 70-80% de conflits qu'il reçoit en termes de foncier. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de la collectivité rurale, dans l'esprit des villages, la terre appartient à la communauté. C'est la collectivité qui a la terre. Mais les usages sont individuels. Vous allez vous rendre compte que par rapport à ces usages, il arrive qu'on ne puisse pas permettre à quelqu'un de mieux s'exprimer sur une portion de terre. Et là, il y a une plainte. Ça peut être une femme, ça peut être un jeune, ça peut être un chasseur, ça peut être un berger. Vous voyez, par rapport à l'activité que nous menons, il y a une plainte qui sort de là. Et ça peut même aussi être en termes d'installation. Je voudrais construire. Mon oncle, mon père, ne m'a pas encore montré l'espace auquel je dois avoir. Même s'il est vrai que ton père te dira, dirige-toi vers les jachères de ta mère. Et c'est pour ça que justement nous disons, attention, aujourd'hui que nous allons parler, comme lorsque nous parlons du foncier, il faut bien tenir compte de ces réalités. Et dans la réforme foncière qui est pensée, nous voyons directement l'orientation qui fera en sorte que la gestion de la terre soit une gestion qui épouse toutes les sollicitations
par rapport à cette terre. Parce que vous avez dit tantôt, c'est la terre qui est au centre de toutes les préoccupations, de tous les investissements. Et nous, chefs traditionnels, nous y tenons. Vous y tenez, chefs traditionnels, mais il y a aussi qu'il y a ce double jeu des chefs traditionnels dans d'autres localités du Cameroun. On a vu avec ce fameux abandon de droit coutumier signé à X, abandon de droit coutumier signé à Y. Finalement, il y a certains de vos collègues majestés qui jouent un rôle plutôt trouble dans les questions foncières. Il faut avouer ici que je voudrais sincèrement remercier l'administration, le gouvernement, d'avoir mis fin à cet abandon de droit coutumier. En principe, l'autorité traditionnelle ne juge pas sur le droit. L'autorité traditionnelle établit son verdict, son jugement à partir des us et coutumes. Si vous regardez bien nos us et coutumes, il n'y a pas abandon de droit coutumier quelque part, c'est un terme français, qui a été implémenté, je ne sais pas, de manière sage par certaines administrations, certaines élites, pour permettre un accaparement des terres d'une échelle à une autre. Mais il faut dire ici que là, vous ne pouvez pas abandonner vos droits coutumiers. Ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous abandonner les droits coutumiers qui vous sont chers, qui vous appartiennent, qui font corps avec vous? C'est une aberration. Vous pouvez, dans la cosmogonie des peuples de la forêt, dans la tradition, vous pouvez concéder un espace de terre à votre frère, à votre ami qui devient votre frère pour qu'il puisse investir. Il devient membre de la famille. Ça, c'est des considérations qu'on doit avoir. Mais vous allez vous rendre compte que notre crainte, justement, par rapport au titre foncier, c'est que le titre foncier vient casser, vient faire une cassure par rapport au mode de gestion coutumier de la terre. C'est pour ça que nous disons, oui, on peut avoir le titre foncier, mais si on a le titre foncier, est-ce qu'il ne faut pas penser à avoir un titre foncier collectif? C'est une approche. Et maintenant, dans ce titre collectif, foncier collectif, partir du principe selon lequel la terre est au niveau de la forêt, au niveau des usages coutumiers, est de gestion collective. Ce n'est que l'accès, les usages qui peuvent être individuels, c'est-à-dire par rapport au type d'activité qu'on voudrait mener. Partant de ces faits, vous allez vous rendre compte que la terre aura des investissements qui lui sont propices. Les investissements pourront être sécurisés, les investissements pourront être réclamés par les uns et les autres et mieux contrôlés dans la gestion de la cité. Je m'en voudrais de ne pas vous poser cette question pour sortir définitivement. Un investissement dans une communauté qui est lésée, qui se sent abandonnée, suscite-t-il de temps en temps la colère des ancêtres de la communauté des chefs traditionnels et par conséquent se veut un investissement perdu d'avance? Vous savez, moi, chef traditionnel, après mon initiation, je prête serment de défendre la terre jusqu'au prix de ma vie. Ça, c'est le chef traditionnel initié que je suis. Ça veut dire que je ne peux pas céder un seul centimètre de ma terre, je ne peux pas l'aliéner. Et si je le fais, je suis maudit jusqu'à la 3e génération. Regardez tous ceux qui aujourd'hui se lèvent pour dire profession vendeur de terrain. Regardez leur vie, regardez la finalité de leur vie, regardez leur famille, c'est de la malédiction. Et c'est pour ça que tout initié qui appartient à une communauté est prêt à mourir pour la terre. Un chef avait dit, il y a 2 éléments qui peuvent permettre à l'homme de donner sa vie. Il y a la religion et il y a la terre. Ça veut dire que dans ces 2 éléments, vous voyez, il y a des serments. La religion, il y a le serment, c'est pour ça qu'on parle des sectes. Et la terre en est autant. Parce que, je l'ai dit, elle appartient aux ancêtres. Souvenez-vous très bien que toutes les terres ont été acquises au prix du sang et de la sueur. C'était des grandes guerres, des razzias. Et d'autres qui n'ont pas fait de guerre. Après, il fallait conquérir les espaces à la hache. Et puis du jour au lendemain, vous venez prendre ces terres, vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, nous souhaitons aussi, c'est ça qui crée la haine, nous souhaitons que dans les indemnisations soient proportionnelles à tous les besoins. Ne définissons pas les indemnisations par rapport à la vision occidentale ou alors européenne. Ne définissons pas l'occupation de la terre par rapport aux yeux de l'Occident. L'occupation de la terre, vous pouvez voir une terre comme celle-ci qui est inoccupée, mais c'est la zone de chasse. Vous pouvez voir une forêt qui n'est pas détruite, mais c'est la zone des rites, c'est la forêt sacrée, c'est la forêt interdite. Donnez à cela une valeur. Et puis maintenant, lorsque vous déplacez une communauté au bord de la mer, par exemple, pour aller la mettre dans la forêt, ou alors vous la déplacez de la forêt vers la mer, le mode de vie change.
est-ce que vous avez quantifié matériellement ce que cette communauté perd? Non, c'est pas. Il faut regarder ces aspects lorsqu'on va faire l'indemnisation. Donc, c'est des éléments que je cite comme ça, nous citons comme ça en vrac. Vous, les intellectuels, nos intellectuels qui sont habiles, pourront voir comment les classer, les mettre en place pour que ce soit bien fait. Nous voulons, à travers vous, remercier sincèrement les organisations de la société civile, comme le CED, des programmes comme le programme LANDCAP, avec lequel nous avons beaucoup travaillé, et l'administration, le ministère des Domaines, qui collabore beaucoup avec la chefferie traditionnelle. Les parlementaires, le réseau des parlementaires, et plusieurs autres organisations de la société civile avec lesquelles nous travaillons au quotidien pour trouver un juste milieu. Le tout n'est pas de dire c'est mauvais. Nous devons ensemble nous asseoir et de manière participative, collégiale et collective, trouver des solutions idoines qui permettent d'attirer les investissements, de sécuriser les investissements et de participer au développement de la communauté qui accueille l'investissement et puis le développement de tout le reste. Sa Majesté Bruno Mvondo, merci d'avoir prêté votre voix à investigation et surtout bon retour à Minkok Bitili. Merci beaucoup. J'exhorte les uns les autres à penser à la polygamie qui est une très bonne chose pour la survie de nos us et coutumes. L'investigation se poursuit et dans un instant, nous allons avoir une idée un peu plus large de la guerre du foncier au Cameroun avec un expert spécialisé dans les questions foncières et domaniales. A tout de suite.